Bonjour à toutes et à tous, ici Charles Brumeau, diététicien. Bienvenue dans cette mini-série de Dans la poire consacrée aux liens intriqués entre capitalisme et notre façon de nous nourrir. À travers 5 épisodes courts, on va explorer des questions concrètes documentées avec des exemples de terrain, des mécanismes psychologiques et des pistes de réflexion individuelles sans bien sûr perdre de vue les enjeux collectifs. C'est une série de podcasts complémentaires à ma newsletter intitulée Sous pression, le coût invisible du capitalisme sur notre rapport à la nourriture. Elle est en accès libre sur Substack, la plateforme qui héberge ma newsletter. Je vous mets le lien en description, mettez-moi un avis, un like. Et si vous avez la possibilité, soutenez mon travail à l'année si vous souhaitez accéder à une information indépendante et des posts engagés avec une fine plume. Dans ce format court, je vous propose d'explorer ensemble 5 autres dimensions invisibles qui influencent nos choix alimentaires au quotidien. Des dimensions autres que le stress, le manque de temps ou l'illusion du contrôle que j'ai détaillé dans ma newsletter. J'ai continué d'écouter mon cœur pour cette série d'épisodes. L'idée, c'est d'essayer de creuser, de déconstruire et nommer les mécanismes en jeu pour mieux les comprendre, mieux comprendre ce qui agit sur nous pour retrouver un peu de liberté. Et pourquoi pas, soyons fous, nous émanciper. Alors commençons tout de suite l'épisode numéro 1 avec le jet lag social. Qu'est-ce que c'est ce jet lag social ? J'imagine que vous connaissez le jet lag après un voyage, ce moment étrange où votre corps est fatigué alors que l'horloge dit qu'il est midi, où vous avez faim à des heures improbables, où tout semble légèrement décalé, hein, c'est ça le jet lag. Alors ce qui est moins connu, c'est que beaucoup d'entre nous vivent un jet lag permanent mais sans jamais prendre l'avion. C'est un peu plus subtil, ça s'appelle le jet lag social. Alors non, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les gens et qu'on ne va jamais en soirée. C'est le, c'est le décalage entre notre horloge biologique interne, celle qui régule le sommeil, la faim, la digestion et d'autres paramètres, et les horaires que nous impose la vie sociale telle qu'elle est, travail, transport, réunion tardive, écran, week-end de récupération. Est-ce que ça vous parle déjà, cette notion de jet lag social? Est-ce que vous sentez ce décalage entre votre rythme naturel, votre biorhythme et les horaires que vous devez suivre? Je mets des guillemets à devez. Notre corps, il fonctionne selon des rythmes assez anciens, des cycles de lumière, d'obscurité, de veille, de repos, de récupération, d'activation. Et ces rythmes régulent la sécrétion de nombreuses hormones, dont celle de la faim et de la satiété. Quand ces rythmes sont relativement stables, notre faim arrive à peu près au bon moment, notre digestion est efficace, notre énergie est plus régulière. Mais dans beaucoup de vies modernes, ces rythmes sont constamment bousculés. Par exemple, on se couche un peu plus tard en semaine, voire beaucoup plus tard. On dort plus le week-end pour récupérer. On dîne à des heures variables. On s'expose à la lumière des écrans jusque tard dans la soirée, voire dans la nuit. N'est-ce pas, Charlie? On est, je le dis aussi pour moi, on est plutôt dans des bâtiments fermés la journée. On commence certaines journées très tôt, d'autres très tard. C'est particulièrement vrai pour les infirmiers, infirmières, médecins, aides-soignants, soignantes, souvent de garde de nuit ou en horaire décalé dans les hôpitaux. Vous savez, ces personnes de bonne volonté qu'on applaudissait il y a quelques années. Les travailleurs et travailleuses du nettoyage qui interviennent tôt le matin ou tard le soir. Les ouvriers, ouvrières d'usine qui tournent en 3-8, parfois de nuit, parfois le week-end. Les conducteurs, conductrices de trains, de bus, de métro, de transport pour qui les rotations démarrent à l'aube. Les boulangers, les boulangères qui commencent parfois leur journée en plein milieu de la nuit quand tout le monde fait dodo. Les agents et les agentes de sécurité, les vigiles de nuit dont la vigilance est sollicitée quand là aussi tout le monde dort ou tout le monde est tranquille à la maison en soirée. Les livreurs, les livreuses, chauffeurs, chauffeuses de VTC, les routiers, les routières qui peuvent rouler très tôt ou très tard pour répondre à la demande continue et parfois en flux tendu. Les journalistes, notamment les journalistes qui ne sont pas en poste, les journalistes pigistes, mais aussi les journalistes qui sont en poste, n'est-ce pas Raphaël, mon ami Raphaël de France Info, les techniciens, techniciennes du spectacle ou les intermittents, les intermittentes du spectacle qui ont des horaires instables par nature, hein, de par leur profession, selon les événements artistiques ou créatifs. Les personnes en hôtellerie, restauration, bien entendu, qui sont souvent en horaire en coupure, ce qu'on dit, ou en horaire tardif. Les mères célibataires ou les parents solo en général qui jonglent entre travail. Le care consacré aux enfants et à la maison, globalement, à les tâches domestiques qui sont souvent encore en 2026 dévolues aux femmes en majorité. Bah, tout ça, quand on y réfléchit, ça commence à faire un petit peu de monde, mine de rien.
Alors que disent les études? Les études montrent que ce décalage est associé à plusieurs phénomènes assez concrets. D'une part, une augmentation de l'appétit, notamment pour les aliments riches en graisse et en sucre, surtout des graisses monoinsaturées et aussi des graisses saturées dont je vous ai récemment parlé à propos des recommandations américaines, en tout cas du changement de cap pour 2025-2030. Je ne fais pas plus long, je vous ai fait un épisode de plus de 40 minutes très récemment. Une revue systématique publiée en 2023 a analysé plusieurs études sur le jet lag social et l'alimentation, donc ce décalage entre notre horloge interne et les horaires sociaux. Et elle rapporte que les personnes avec un jet lag social ont tendance à moins suivre des régimes alimentaires healthy, en tout cas sains, c'est ce qui dit dans l'étude, et à consommer plus d'aliments riches en sucre, en graisse totale, total de graisse, et en graisse saturée comparé à celles qui n'en présentent pas de décalage, sous-entendu. Cette même revue systématique, elle nuance quand même ses conclusions, donc elle dit qu'il y a un lien possible entre jet lag social et qualité de l'alimentation, mais souligne aussi la nécessité de mener d'autres études, des études longitudinales supplémentaires pour approfondir la compréhension de ce phénomène. Il y avait quand même une autre étude de 2022 qui était une revue exploratoire. Alors exploratoire, c'est assez facile à comprendre. C'est en gros un état des lieux de ce que la science sait à ce jour sur tel et tel point, et surtout de ce qu'elle ne sait pas encore tout à fait sur un sujet donné. Ça sert à formuler des hypothèses, identifier des tendances, faire le point sur ce qui existe, même si ce n'est pas encore homogène pour des conclusions fermes. Bref, cette revue exploratoire, elle a trouvé que la variabilité des horaires de sommeil, notamment les grandes différences entre jours de travail et jours libres, entre guillemets, est associée à une qualité de régime plus faible, globalement, avec une consommation moindre de fruits, légumes, céréales complètes ou fibres, et une plus grande propension à consommer des aliments riches en sucre ou en viande grasse chez les personnes avec un social jet lag un peu plus accentué. Ensuite, une satiété plus tardive, c'est-à-dire qu'on met plus de temps à se sentir rassasié. Je pense que là, l'étude, elle confond satiety et rassasiement, mais je pense qu'il s'agit plutôt de rassasiement. Donc, on met plus de temps à se sentir rassasié. Ça, c'est la sensation alimentaire qui vous indique que stop ou encore pendant le repas, différent de la satiété. Et enfin, une tendance à manger plus tard, plus vite, et parfois même sans vraiment savoir pourquoi. Donc, quand on a un jet lag social assez prononcé, voilà le mot que je cherchais depuis une minute. Alors, si on prend un exemple assez banal, quelqu'un qui travaille tard plusieurs soirs par semaine, il dîne vers 21h, 22h, ce qui était mon cas. Je travaillais tard ou je rentrais de la salle. Le matin, il se lève tôt avec peu de sommeil, ce qui est mon cas aussi. Le week-end, il dort beaucoup plus longtemps pour récupérer. Ça peut m'arriver aussi, dites donc. Résultat, le lundi matin, son corps est encore un peu réglé sur le rythme du week-end. La faim se décale, la faim arrive plus tard. Son énergie peut être instable s'il n'est pas habitué justement à ces variations-là. Et vers 10-11 heures, une envie de sucre ou de gras peut apparaître. Et ce scénario peut se répéter semaine après semaine. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce type d'envie qui est un peu flou. C'est pas vraiment une faim, mais tiens, je mangerais bien quelque chose, et ce petit quelque chose, il ressemble plutôt à quelque chose qui est gras et sucré. Une sorte de réflexe, quoi. Dites-moi en commentaire de cet épisode si vous êtes sur telle et telle plateforme d'écoute comme YouTube ou Spotify ou même sur Instagram. Ça me fera plaisir de discuter avec vous. Ce qui est frappant, c'est que ce phénomène, il touche souvent les personnes très investies professionnellement et bien sûr les professions que j'ai détaillées comme voilà, les travailleuses en horaire décalé, les soignants, les soignantes, les parents de jeunes enfants et toutes celles et ceux dont le temps est constamment fragmenté. Donc ça veut dire aussi, c'est pas forcément un problème individuel, c'est un effet secondaire de notre organisation collective du temps. Petite question, qui décide et maintient l'organisation collective du temps? Je vous le demande. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à son échelle sans tomber dans l'injonction à la discipline parfaite? Cette histoire de reprendre le contrôle. Alors, je vous propose déjà d'observer, contrairement aux idées reçues, observer, c'est déjà agir. Regardez peut-être à quelle heure vous vous couchez en semaine, à quelle heure vous vous couchez le week-end, à quelle heure vous vous levez le week-end. Notez s'il y a un écart et si l'écart il dépasse 1 heure, si l'écart dépasse 2 heures. Observez aussi à quel moment de la journée la faim arrive réellement et à quel moment de la journée vous mangez par contrainte d'horaire plutôt que par besoin. Parfois, effectivement, je nuancerai un peu parce que la faim et l'envie, bon, c'est souvent assez intriqué, hein. C'est pas ou 100% faim ou 100% envie, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Quand vos signaux sont un petit peu plus digestifs que tiens, je mangerais bien un petit quelque chose. Ensuite, peut-être
de réduire doucement les écarts, peut-être pas forcément de se coucher à heure fixe tous les jours. Je sais pas si c'est vraiment réaliste ça. En tout cas, on y arrive peut-être une semaine ou 2, mais sur l'année, je suis pas sûr que ça soit très réaliste, ce truc un peu de métronome. Et bon, dites-moi si vous avez des des tips, infaillibles sur la question. Peut-être d'éviter des différences trop brutales entre semaine et week-end, ou aussi, je le dis souvent à mes patients, patientes, de s'exposer un peu plus tôt à la lumière naturelle le matin, la lumière du jour, qui est une bonne manière de se resynchroniser sur nos rythmes biologiques. Pour ma part, j'ai pas de consultation le matin, donc je suis assez libre de m'organiser comme je veux en matinée. Comme je veux, je le mets vraiment avec des gros guillemets parce que vu le boulot qu'il y a à faire et dans tout ce que je me mets, en termes de, bah, voilà, de projets, de trucs, bien faits, tout ça. Moi, je commence souvent ma journée par un bon café et hop, direct devant l'ordi. En tout cas, ça, c'est le réflexe. Mais bon, je commence à me soigner, je fais une petite incartade perso, je commence à me soigner. Ça fait 1 mois et demi, voire 2 mois que je marche davantage en journée et le matin. Ça veut aussi dire que j'ai rogné du temps passé sur les réseaux sociaux et voilà, à faire, plein de stories, à faire, 5, 6, 7 vidéos par, semaine. C'est ce que je faisais avant, le burn-out. C'est probablement ce qui m'a mené au burn-out. Donc j'ai remplacé ce temps de production de contenu. Je dois produire 2 à 3 fois moins aujourd'hui, mais je marche 2 à 3 fois plus et ça me fait du bien. Donc je pense, persister. Alors, si votre faim est déroutante, si vos envies vous surprennent, si votre énergie fluctue sans logique apparente, c'est pas forcément que votre corps fonctionne mal. Il est peut-être en train de s'adapter à un rythme de vie qui lui est devenu hostile. Allez, je ne vais pas dire le mot toxique, mais hostile. On passe beaucoup de temps à analyser ce que nous mangeons et c'est important de le faire jusqu'à un certain point, mais peu de temps à interroger les rythmes dans lesquels nous vivons et surtout à les remettre en question. Voilà pour ce premier épisode, j'espère que ça vous a plu. Il était peut-être un peu plus long que le seront les autres. On se retrouve très vite pour parler d'un autre phénomène, un phénomène assez discret mais à mon sens omniprésent, la fragmentation attentionnelle et les repas distraits. Comment, à force de manger en travaillant, en scrollant, en répondant à nos messages, nous perdons peu à peu le lien avec nos sensations et parfois même avec le plaisir de manger. D'ici là, bel appétit de vivre.